Bonsoir, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Vous êtes sur quelle chaîne? Sur D8. Et c'est chouette. En tout cas, voilà, je lisais juste avant Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. J'avais commencé le livre, j'avais eu ce plaisir de lire ce chapitre 1, Le Château de la Misère. Évidemment, je ne l'avais pas encore terminé, donc je vais poursuivre la lecture voilà, du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Moi, ça me faisait un petit peu peur. Je suis un peu chochotte, je crois. Ces deux pièces répondaient aux deux fenêtres non condamnées de la façade. Un jour blême et verdâtre, y descendait à travers les vitres dépolies, dont le dernier nettoyage remontait bien à 100 ans et qui semblaient étamés en dehors. De grands rideaux fripés dans leur cassure et qui se seraient déchirés si on eût voulu les faire glisser sur leurs tringles dévorées de rouille, diminuaient encore cette lumière de crépuscule et ajoutaient à la mélancolie du lieu. En ouvrant la porte qui se trouvait au fond de cette dernière chambre, on tombait en pleines ténèbres. On abordait le vide, l'obscur et l'inconnu. Peu à peu, cependant, l'œil s'habituait à cette ombre traversée de quelques jets livides filtrant à travers les jointures des planches qui bouchaient les fenêtres et découvrait confusément une enfilade de chambres délabrées, aux parquets disjoints semés de vitres brisées, aux murailles nues ou à demi couvertes de quelques lambeaux de tapisserie effrangés, au plafond laissant paraître les lattes et passer l'eau du ciel, admirablement disposés pour les sangs et drains de rats et les états généraux de chauves-souris. En quelques endroits, il n'eût pas été sûr de s'avancer, car le plancher ondulait et pliait sous le pas. Mais jamais personne ne s'aventurait dans cette thébaïde d'ombre, de poussière et de toile d'araignée. Dès le seuil, une odeur de relent, un parfum de moisissure et d'abandon, le froid humide et noir particulier aux lieux sombres, vous montait aux narines comme lorsqu'on lève la pierre d'un caveau et qu'on se penche sur son obscurité glaciale. En effet, c'était le cadavre du passé qui tombait lentement en poudre dans ces salles où le présent ne mettait pas le pied. C'étaient les années endormies qui se berçaient comme dans des hamacs aux toiles grises des encoignures. Au-dessus, dans les greniers, gîtaient pendant le jour les hiboux, les chouettes et les choucasses avec leurs oreilles de plumes, leurs têtes de chat et leurs rondes prunelles phosphorescentes. Le toit, effondré en 20 endroits, laissait entrer et sortir librement ces aimables oiseaux, aussi à l'aise là que dans les ruines de Montlhéry ou du château Gaillard. Chaque soir, l'essaim poudreux s'envolait en piaulant et en poussant des clameurs qui eussent ému les superstitieux pour aller chercher au loin une nourriture qu'il n'eût pas trouvée dans cette tour de la faim. Les pièces du rez-de-chaussée ne contenaient rien qu'une demi-douzaine de bottes de paille, des râpes de maïs et quelques menus instruments de jardinage. Dans l'une d'elles se voyait une paillasse gonflée de feuilles sèches de blé de Turquie avec une couverture de laine bise qui paraissait être le lit de l'unique valet du manoir. Comme le lecteur doit être là de cette promenade à travers la solitude, la misère et l'abandon, menons-le à la seule pièce, un peu vivante, du château désert à la cuisine, dont la cheminée envoyait au ciel ce léger nuage blanchâtre mentionné dans la description extérieure du castel. Un maigre feu léchait de ses langues jaunes de la plaque de la cheminée et de temps en temps atteignait le fond d'un coquemar de fonte pendu à la crémaillère.
et sa faible réverbération allait piquer dans l'ombre une paillette rougeâtre au bord des 2 ou 3 casseroles attachées au mur. Le jour qui tombait par le large tuyau montant jusqu'au toit, sans faire de coude, s'assoupissait sur les cendres en teinte bleuâtre et faisait paraître le feu plus pâle, en sorte que dans cet âtre froid, la flamme même semblait gelée. Sans la précaution du couvercle, il eût plu dans la marmite et l'orage eût allongé le bouillon. L'eau, lentement échauffée, avait fini par se mettre à gronder. Et le coquemard râlait dans le silence comme une personne asthmatique. Quelques feuilles de chou, débordant avec l'écume, indiquaient que la portion cultivée du jardin avait été prise à contribution pour ce brouet plus que spartiate. Un vieux chat noir, maigre, pelé comme un manchon hors d'usage et dont le poil tombé laissait voir par place la peau bleuâtre, était assis sur son derrière, aussi près du feu que cela était possible sans se griller les moustaches, et fixait sur la marmite ses prunelles vertes traversées d'une pupille en forme de I, avec un air de surveillance intéressé. Ses oreilles avaient été coupées au ras de la tête et sa queue au ras de l'échine, ce qui lui donnait la mine de ces chimères japonaises qu'on place dans les cabinets parmi les autres curiosités, ou bien encore de ces animaux fantastiques à qui les sorcières, allant au sabbat, confient le soin d'écumer le chaudron où bouille leur filtre. Ce chat, tout seul dans cette cuisine, semblait faire la soupe pour lui-même. Et c'était sans doute lui qui avait disposé sur la table de chêne une assiette à bouquets verts et rouges, un gobelet d'étain fourbi sans doute avec ses griffes tant il était rayé, et un pot de grès sur les flancs duquel se dessinaient grossièrement en traits bleus les armoiries du porche, de la clé de voûte et des portraits. Qui devait s'asseoir à ce modeste couvert apporté dans ce manoir sans habitants? Peut-être l'esprit familier de la maison, le Genius loci, le kobold fidèle au logis adopté et le chat noir à l'œil si profondément mystérieux, attendait sa venue pour le servir, la serviette sur la patte. La marmite bouillait toujours, et le chat restait immobile à son poste, comme une sentinelle qu'on a oublié de relever. Enfin, un pas se fit entendre. Pas lourd et pesant, celui d'une personne âgée, une petite tout préalable résonna. Le loquet de la porte grinça, et un bonhomme, moitié paysan, moitié domestique, fit son entrée dans la cuisine. À l'apparition du nouveau venu, le chat noir, qui semblait lié de longue date avec lui, quitta les cendres de l'âtre et se vint frotter amicalement contre ses jambes, arquant le dos, ouvrant et refermant ses griffes, en faisant sortir de sa gorge ce murmure enroué qui est le plus haut signe de satisfaction chez la race féline. « Bien, bien, Belzébuth, dit le vieillard en se courbant pour passer à 2 ou 3 reprises sa main calleuse sur le dos pelé du chat, afin de n'être pas en reste de politesse avec un animal. Je sais que tu m'aimes, et nous sommes assez seuls ici, mon pauvre maître et moi, pour n'être pas insensibles aux caresses d'une bête dénuée d'âme, mais qui pourtant semble vous comprendre. » Ces mutuelles politesses achevées, le chat se mit à marcher devant l'homme en le guidant du côté de la cheminée, comme pour lui remettre la direction de la marmite qui lui regardait d'un air de convoitise famélique le plus attendrissant du monde, car Belzébuth commençait à vieillir, il avait l'oreille moins fine, l'œil moins perçant, la patte
moins leste qu'autrefois. Et les ressources que lui offrait jadis la chasse aux oiseaux et aux souris diminuaient sensiblement aussi, ne quittait-il pas de la prunelle ce ragoût dont il espérait avoir sa part et qui lui faisait se pourlécher les babines par anticipation. Pierre, c'était le nom du vieux serviteur, prit une poignée de bourrées, la jeta sur le feu à demi-mort, les brindilles craquèrent et se tordirent, et bientôt la flamme, poussant un flot de fumée, se dégagea vive et claire au milieu d'une joyeuse mousqueterie d'étincelles. On eût dit que les salamandres prenaient leurs ébats et dansaient des sarabandes dans les flammes. Un pauvre grillon pulmonique, tout réjoui de cette chaleur et de cette clarté, essaya même de battre la mesure avec sa timbale, mais il n'y put parvenir et ne produisit qu'un son enroué. Pierre s'assit sous le manteau de la cheminée, festonné d'un vieux lambrequin de serge verte découpé à dents de loup et tout jauni par la fumée, sur un escabeau de bois ayant Belzébuth à côté de lui. Le reflet du feu éclairait sa figure que les années, le soleil, le grand air et les intempéries des saisons avaient boucané, pour ainsi dire, et rendu plus foncée que celle d'un Indien caraïbe. Quelques mèches de cheveux blancs, s'échappant de son béret bleu et plaqués sur les tempes, faisaient encore ressortir les tons de brique de son teint basané. Des sourcils noirs contrastaient avec sa chevelure de neige, comme les gens de la race basque. Il avait la figure allongée et le nez en bec d'oiseau de proie. De grandes rides perpendiculaires et semblables à des coups de sabre sillonnaient ses joues de haut en bas. Une sorte de livrée au galon d'étain et d'une couleur qu'un peintre de profession aurait eu la peine à définir, recouvrait à demi sa veste de chamois miroité et noircie par endroits, au frottement de la cuirasse, ce qui produisait sur le fond jaune de la peau des teintes comme celles qui verdissent au ventre d'une perdrix faisandée, car Pierre avait été soldat, et quelques restes de son harnais militaire étaient utilisés dans sa toilette civile. Ses grecs demi-larges laissaient voir la trame et la chaîne d'une étoffe aussi claire qu'un canevas à broder. Et il eût été impossible de savoir si elles avaient été en drap, en ratine ou en serge. Toute villosité avait disparu dès longtemps de ses culottes chauves. Jamais menton de nuque ne fut plus glabre. Des reprises assez visibles et faites par une main plus habituée à tenir l'épée que l'aiguille, fortifiaient les endroits faibles et témoignaient du soin qu'apportait le possesseur de ce vêtement à en pousser la longévité jusqu'aux dernières limites. Pareil à Nestor, ces Grecs séculaires avaient vécu 3 âges d'hommes. De fortes probabilités portent à croire qu'elles avaient été rouges, mais ce point important n'est pas absolument prouvé. Des semelles de cordes rattachées par des lacets bleus à un bas de laine dont le pied était coupé servaient de chaussures à Pierre et rappelaient les alpargatas espagnols. Ces grossiers cothurnes avaient sans doute été choisis comme plus économiques que le soulier à bouffette ou la botte à pont-levis, car une stricte, froide et propre pauvreté se trahissait dans les moindres détails de l'ajustement du bonhomme et jusque dans sa pose d'une résignation morne. Le dos appuyé au pan intérieur de la cheminée, il avait croisé au-dessus de son genou ses grosses mains rougies de tons violacés comme des feuilles de vigne à la fin de l'automne, et faisait un pendant immobile au chat. Belzébuth, accroupi dans la cendre en face de lui, d'un air famélique et piteux, suivait avec une attention profonde le bouillonnement asthmatique de la marmite. « Le jeune maître tarde bien à venir aujourd'hui, » murmura Pierre.
en voyant à travers les vitres enfumées et jaunes de l'unique fenêtre qui éclaira la lumineuse du couchant. Non, pas du tout. Là, j'ai sauté une ligne, alors je m'excuse. Donc, le jeune maître tarde bien à venir aujourd'hui, murmura Pierre, en voyant à travers les vitres enfumées et jaunes de l'unique fenêtre qui éclaira la cuisine diminuer et s'éteindre la dernière barre lumineuse du couchant, au bord d'un ciel rayé de nuages lourds et gros de pluie. Quel plaisir peut-il trouver à se promener seul ainsi dans les landes ? Il est vrai que ce château est si triste qu'on ne saurait s'ennuyer davantage ailleurs. Un abois. Voilà, non. Attendez, pardon. Un abois joyeusement enroué se fit entendre. Le cheval frappa du pied dans son écurie et fit grincer sur le bord de sa mangeoire la chaîne qui l'attachait. Le chat interrompit le bout de toilette qu'il faisait en passant sa patte, humectée préalablement de salive, sur ses bajoux et au-dessus de ses oreilles écourtées, et fit quelques pas vers la porte en animal affectueux et poli qui connaît ses devoirs et s'y conforme. Le battant s'ouvrit. Pierre se leva, ôta respectueusement son béret, et le nouveau venu fit son apparition dans la salle, précédé du vieux chien dont nous avons déjà parlé, et qui essayait une gambade et retombait lourdement, appesanti par l'âge. Belzébuth ne témoignait pas à Miro l'empathie que ses pareils professent d'ordinaire pour la gente canine. Il le regardait au contraire fort amicalement, en roulant ses prunelles vertes et en faisant le gros dos. On voyait qu'ils se connaissaient de longue main et se tenaient souvent compagnie dans la solitude du château. Le baron de Sigognac, car c'était bien le seigneur de ce castel démantelé qui venait d'entrer dans la cuisine, était un jeune homme de 25 ou 26 ans, quoique au premier abord on lui eût attribué peut-être davantage, tant il paraissait grave et sérieux. Le sentiment de l'impuissance qui suit la pauvreté avait fait fuir la gaieté de ses traits et tomber cette fleur printanière qui veloute les jeunes visages. Des auréoles de bistre cerclaient déjà ses yeux meurtris et ses joues creuses accusaient assez fortement la saillie des pommettes. Ses moustaches, au lieu de se retrousser, gaillardement en croc, portaient la pointe basse et semblaient pleurer auprès de sa bouche triste. Ses cheveux, négligemment peignés, pendaient par mèches noires au long de sa face pâle, avec une absence de coquetterie rare dans un jeune homme qui eût passé pour beau et montrait une renonciation absolue à toute idée de plaire. L'habitude d'un chagrin secret avait fait prendre des plis douloureux à une physionomie qu'un peu de bonheur eût rendue charmante, et la résolution naturelle à cet âge y paraissait pliée devant une mauvaise fortune inutilement combattue. Quoique agile et d'une constitution plutôt robuste que faible, le jeune baron se mouvait avec une lenteur apathique, comme quelqu'un qui a donné sa démission de la vie. Son geste était endormi et mort, sa contenance inerte, et l'on voyait qu'il lui était parfaitement égal d'être ici ou là, parti ou revenu. Sa tête était coiffée d'un vieux feutre grisâtre, tout bossué et tout rompu, beaucoup trop large, qui lui descendait jusqu'aux sourcils et le forçait, pour y voir, à relever le nez. Une plume que ses barbes rares faisaient ressembler à une arête de poisson s'adaptait au chapeau avec l'intention visible d'y figurer un panache et retombait flasquement par derrière comme honteuse d'elle-même. Un col d'une guipure antique dont tous les jours n'étaient pas dus à l'habileté de l'ouvrier et auquel la vétusté ajoutait plus d'une découpure, se rabattait sur son juste corps
dont les plis flottants annonçaient qu'il avait été taillé pour un homme plus grand et plus gros que le fluet baron. Les manches de son pourpoint cachaient les mains comme les manches d'un froc, et il entrait jusqu'au ventre dans ses bottes à chaudron, ergotées d'un éperon de fer. Cette défroque hétéroclite était celle de Feu son père, mort depuis quelques années, et dont il achevait d'user les habits. Déjà mûrs pour le fripier à l'époque du décès de leur premier possesseur. Ainsi accoutré de ses vêtements, peut-être fort à la mode au commencement de l'autre règne, le jeune baron avait l'air à la fois ridicule et touchant. On l'eût pris pour son propre aïeul, quoiqu'il professât pour la mémoire de son père une vénération toute filiale et que souvent les larmes lui vinssent aux yeux en endossant ces chères reliques qui semblaient conserver dans leurs plis les gestes et les attitudes du vieux gentilhomme défunt. Ce n'était pas précisément par goût que le jeune Sigognac s'affublait de la garde-robe paternelle. Il ne possédait pas d'autres vêtements et avait été tout heureux de déterrer au fond d'une malle cette portion de son héritage. Ses habits d'adolescent étaient devenus trop petits et trop étroits. Au moins, il tenait à l'aise dans ceux de son père. Les paysans, habitués à les vénérer sur le dos du vieux baron, ne les trouvaient pas ridicules sur celui du fils. Et ils les saluaient avec la même déférence. Ils n'apercevaient pas plus les déchirures du pourpoint que les lézards du château. Sigognac, tout pauvre qu'il fût, était toujours à leurs yeux le seigneur et la décadence de cette famille. La décadence de cette famille ne les frappait pas comme elle eût fait les étrangers, et c'était cependant un spectacle assez grotesquement mélancolique que de voir passer le jeune baron dans ses vieux habits, sur son vieux cheval, accompagné de son vieux chien, comme ce chevalier de la mort de la gravure d'Albrecht Dürer. Le baron s'assit en silence devant la petite table, après avoir répondu d'un geste de main bienveillant au salut respectueux de Pierre. Celui-ci détacha la marmite de la crémaillère, en versa le contenu sur son pain taillé d'avance dans une écuelle de terre commune qu'il posa devant le baron. C'était ce potage vulgaire qu'on mange encore en Gascogne sous le nom de garbure. Puis, il tira de l'armoire un bloc de miasson tremblant sur une serviette saupoudrée de farine de maïs et l'apporta sur la table avec la planchette qui la soutenait. Ce mets local avec la garbure graissée par un morceau de lard dérobé, sans doute à l'appât d'une souricière vu son exiguïté, formait le frugal repas du baron qui mangeait d'un air distrait entre Miraut et Belzébuth, tous deux en extase et le museau en l'air de chaque côté de sa chaise, attendant qu'il tombât sur eux quelques miettes du festin. De temps à autre, le baron jetait à Miraut, qui ne laissait pas arriver le morceau à terre, une bouchée de pain à laquelle il avait fait toucher la tranche de lard pour lui donner au moins le parfum. De la viande, la couenne échue au chat noir, dont la satisfaction se traduisit par des grondements sourds et une patte étendue en avant, toute griffe dehors, comme prête à défendre sa proie. Ce maigre régal terminé, le baron parut tomber dans des réflexions douloureuses, ou tout au moins dans une distraction dont le sujet n'avait rien d'agréable. Miraut avait posé sa tête sur le genou de son maître et fixait sur lui des yeux voilés par l'âge d'une fleur bleuâtre, mais que semblait vouloir percer une étincelle d'intelligence presque humaine. On eût dit qu'il comprenait les pensées du baron et cherchait à lui témoigner sa sympathie. Belzébuth faisait ronfler son rouet aussi bruyamment que Berthe la filandière et poussait de petits cris plaintifs pour attirer vers lui l'attention envolée du baron. Pierre se tenait debout à quelque distance, immobile, comme ces longues et roides statues de granit
convoite au porche des cathédrales, respectant la rêverie de son maître et attendant qu'il lui donnât quelque ordre. Pendant ce temps, la nuit s'était faite et de grandes ombres s'entassaient dans les recoins de la cuisine comme des chauves-souris qui s'accrochent aux angles des murailles par les doigts de leurs ailes membraneuses. Un reste de feu qu'avivait la rafale engouffrée dans la cheminée colorait de reflets bizarres le groupe réuni autour de la table avec une sorte d'intimité triste qui faisait ressortir encore la mélancolique solitude du château. D'une famille jadis puissante et riche, il ne restait qu'un rejeton isolé, errant comme une ombre dans ce manoir peuplé par ses aïeux. D'une livrée nombreuse, il n'existait plus qu'un seul domestique, serviteur par dévouement, qui ne pouvait être remplacé. D'une meute de 30 chiens courants, il ne survivait qu'un chien unique, qui ne pouvait être remplacé. Presque aveugle et tout gris de vieillesse, et un chat noir servait d'âme au logis désert. Le baron fit signe à Pierre qu'il voulait se retirer. Pierre, se baissant au foyer, alluma un éclat de bois de pin, enduit de résine, sorte de chandelle économique qu'emploient les pauvres paysans, et se mit à procéder le jeune seigneur. Miro et Belzébuth a précédé. Voilà. Miro et Belzébuth se joignirent au cortège. La lueur fumeuse de la torche faisait vaciller sur les murailles de l'escalier les fresques pâlies et donnait une apparence de vie au portrait enfumé de la salle à manger, dont les yeux noirs et fixes semblaient lancer un regard de pitié douloureuse sur leurs descendants. Arrivé à la chambre à coucher fantastique que nous avons décrite, le vieux serviteur alluma une petite lampe de cuivre à un bec dont la mèche se repliait dans l'huile comme un ténia dans l'esprit de vin à la montre d'un apothicaire et se retira, suivi de Miro. Belzébuth, qui jouissait de ces grandes entrées, s'installa sur un des fauteuils, le baron s'affaissa sur l'autre, accablé par la solitude, le désœuvrement et l'ennui. Si la chambre avait l'air d'une chambre à revenants pendant le jour, c'était encore bien pis le soir, à la clarté douteuse de la lampe. La tapisserie prenait des tons livides et le chasseur, sur un fond de verdure sombre, devenait ainsi éclairé, un être presque réel. Il ressemblait, avec son arquebuse en joue, à un assassin guettant sa victime, et ses lèvres rouges ressortaient plus étrangement encore sur son visage pâle. On eût dit une bouche de vampire empourprée de sang. La lampe, saisie par l'atmosphère humide, grésillait et jetait des lueurs intermittentes. Le vent poussait des soupirs d'orgue à travers les couloirs et des bruits effrayants et singuliers se faisaient entendre dans les chambres désertes. Le temps était devenu mauvais et de larges gouttes de pluie, poussées par la rafale, teintaient sur les vitres secouées dans leurs mailles de plomb. Quelquefois, le vitrage semblait près de ployer et de s'ouvrir, comme si l'on eût fait une pesée à l'extérieur. C'était le genou de la tempête qui s'appuyait sur le frêle obstacle. Parfois, pour ajouter une note de plus à l'harmonie, un des hiboux, niché sous la toiture, exhalait un piaulement semblable au cri d'un enfant égorgé, ou, contrarié par la lumière, venait heurter à la fenêtre avec un grand bruit d'ailes. Le châtelain de ce triste manoir, habitué à ces lugubres symphonies, n'y faisait aucune attention. Belzébuth seul, avec l'inquiétude naturelle aux animaux de son espèce, agitait à chaque bruit les racines de ses oreilles coupées et regardait fixement dans les angles obscurs, comme s'il y eût aperçu de ses prunelles nyctalopes quelque chose d'invisible à l'œil humain. Ce chat visionnaire, au nom et à la mine diabolique, eût alarmé un moins brave que le baron, car il avait l'air de savoir bien des choses apprises dans ses courses nocturnes à travers les gâtelas et les chambres inhabitées du Castel. Plus d'une fois, il avait dû faire, au bout d'un corridor, des rencontres qui eussent blanchi les cheveux d'un homme. C'est juste pour prévenir, je vais terminer le chapitre qui est bientôt fini.
Sigognac prit sur la table un petit volume dont la reliure ternie portait estampé l'écusson de sa famille et se mit à en tourner les feuilles d'un doigt nonchalant. Si ses yeux parcouraient exactement les lignes, sa pensée était ailleurs ou ne prenait qu'un intérêt médiocre aux odelettes et aux sonnets amoureux de Ronsard, malgré leurs belles rimes et leurs doctes inventions renouvelées des Grecs. Bientôt, il jeta le livre et se mit à déboutonner son pourpoint lentement, comme un homme qui n'a pas envie de dormir et se couche de guerre lasse, parce qu'il ne sait que faire et veut essayer de noyer l'ennui dans le sommeil. Les grains de poussière tombent si tristement dans le sablier par une nuit noire et pluvieuse au fond d'un château ruiné qu'entoure un océan de bruyère, sans un seul être vivant à 10 lieues à la ronde. Le jeune baron, unique survivant de la famille Sigognac, avait en effet bien des motifs de mélancolie. Ses aïeux s'étaient ruinés de différentes manières, soit par le jeu, soit par la guerre ou par le vain désir de briller, en sorte que chaque génération avait légué à l'autre un patrimoine de plus en plus diminué. Les fiefs, les métairies, les fermes et les terres qui relevaient du château s'étaient envolés pièce à pièce, et le dernier Sigognac, après des efforts inouïs pour relever la fortune de la famille, efforts sans résultat parce qu'il est trop tard pour boucher les voies d'eau d'un navire lorsqu'il sombre, n'avait laissé à son fils que ce castel lézardé et les quelques arpents de terre stériles qui l'entouraient. Le reste avait dû être abandonné aux créanciers et aux juifs. La pauvreté avait donc bercé le jeune enfant de ses mains maigres et ses lèvres s'étaient suspendues à une mamelle tarie. Privé tout jeune de sa mère morte de tristesse dans ce château délabré, en songeant à la misère qui devait peser plus tard sur son fils et lui fermer toute carrière, il ne connaissait pas les douces caresses et les tendres soins dont la jeunesse est entourée, même dans les familles les moins heureuses. La sollicitude de son père, qu'il regrettait pourtant, ne s'était guère traduite que par quelques coups de pied au derrière ou l'ordre de lui donner le fouet. En ce moment, il s'ennuyait si fort qu'il eût été heureux de recevoir une de ces admonestations paternelles dont le souvenir lui faisait venir les larmes aux yeux, car un coup de pied de père à fils, c'est encore une relation humaine, et depuis 4 ans que le baron dormait allongé sous sa dalle dans le caveau de famille des Sigognac, il vivait au milieu d'une solitude profonde. Qu'eût-on dit en effet de voir le baron de Sigognac accoutré comme un gueux de l'Ostière ou comme un cueilleur de pommes du Perche? Cette considération l'avait empêché d'aller offrir ses services comme domestique à quelques princes. Aussi beaucoup de gens croyaient-ils que les Sigognac étaient éteints, et l'oubli qui pousse sur les morts encore plus vite que l'herbe effaçait cette famille autrefois importante et riche, et bien peu de personnes savaient qu'il exista encore un rejeton de cette race amoindrie. Depuis quelques instants, Belzébuth paraissait inquiet. Il levait la tête comme s'il subodorait quelque chose d'inquiétant. Il se dressait contre la fenêtre et appuyait ses pattes au carreau, cherchant à percer le noir sombre de la nuit rayée de hachures pressées de pluie. Son nez se fronçait, s'agitait. Un hurlement prolongé de Miraut, s'élevant au milieu du silence, vint bientôt confirmer la pantomime du chat. Il se passait décidément quelque chose d'insolite aux environs du castel. D'ordinaire si tranquille, Miraut continuait d'aboyer avec toute l'énergie que lui permettait son enrouement chronique. Le baron, pour être prêt à tout événement, reboutonna le pourpoint qu'il allait quitter et se dressa sur ses pieds. Qu'a donc Miraut, lui qui ronfle comme le chien des 7 dormants sur la paille de sa niche dès que le soleil est couché, pour faire un pareil vacarme? Est-ce qu'un loup rôderait autour des murailles? Dit le jeune homme, enseignant une épée à lourde coquille de fer qu'il détacha du mur et dont il boucla le ceinturon à son dernier trou, car la bande de cuir coupée pour la taille du vieux baron eût fait 2 fois le tour de celle du fils. 3 coups frappés assez violemment à la porte du castel retentirent à intervalles mesurés et firent gémir les échos des chambres vides. Qui pouvait à cette heure venir troubler la solitude du manoir et le silence de la nuit?
Quel voyageur mal avisé heurtait à cette porte qui ne s'était pas ouverte depuis si longtemps pour un hôte, non par manque de courtoisie de la part du maître, mais par l'absence de visiteurs? Qui demandait à être reçu dans cette auberge de la famine, dans cette cour plénière du carême, dans cet hôtel de misère et de lésine? Eh bien, vous le saurez la prochaine fois. Voilà, je vous lis donc Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et nous allons arriver au chapitre 2, Le chariot de Thespis. Voilà, à tout à l'heure.